Et merci de m'accueillir à cette conférence sur territoire, gouvernance, entreprise et compétitivité. C'est vraiment un plaisir d'être ici parmi vous pour traiter de ce sujet qui moi aussi, me tient à cœur. Je vais faire une présentation en 3 temps, qui va nous conduire progressivement vers des éléments de préconisation en vue de l'élaboration de politiques publiques, de soutien aux entreprises dans une optique territoriale. Brièvement, je commencerai par rappeler pourquoi l'emploi, l'entreprise et les territoires ont des relations fortes, doivent être traités conjointement pour pouvoir donner lieu à une approche qui soit systémique. Cette approche, je l'évoquerai dans un deuxième temps et je terminerai par des pistes pour éclairer ou étayer la nécessité de penser les 3 éléments dans le cadre de dispositifs unifiés. Commençons donc par emploi, entreprise et territoire. Pourquoi sont-ils liés et de quelle façon peut-on penser ces 3 niveaux qui sont habituellement déconnectés? On a des politiques de l'emploi, on a des politiques de soutien aux entreprises, on a des politiques territoriales. Or, ce qui est intéressant, un peu comme en informatique, ce ne sont pas les composantes, c'est la connectique. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi il faut fédérer ces 3 aspects. Alors la première raison qui pousse à penser emploi et entreprise en même temps, c'est que depuis maintenant de nombreuses années, ce ne sont plus les sphères publiques, qu'elles soient d'État ou les administrations locales, qui créent le plus d'emplois, mais les grands mouvements de l'emploi sont le fait des entreprises, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Les cycles de l'emploi sont engendrés par les entreprises. J'ai mis quelques données sur la France parce que c'est bien entendu le cadre essentiel de mes travaux, mais je pense qu'on va trouver exactement la même chose au Maroc avec les statistiques qui sont produites. L'idée que l'on trouve ici, c'est de voir que ce sont bien sûr les acteurs privés, mais également le secteur des services, plutôt les secteurs des services, parce qu'il y a les services aux ménages et aussi les services aux entreprises, qui sont les grands créateurs d'emplois. Deuxième idée, les territoires ne sont pas du tout égaux face à la création d'emplois. Ici encore, on voit dans la partie basse de la carte de gauche que les territoires côtiers et les territoires du sud et de l'ouest sont ceux qui ont créé le plus d'emplois. Le phénomène côtier est perceptible dans tous les pays. Tout le pourtour méditerranéen également fait apparaître une différence entre la bande côtière, 60 km à peu près, et le reste des territoires. Et en revanche, sur la carte de droite, on voit que les territoires du nord-est, qui étaient des territoires d'industrie lourde, traditionnellement de hauts fourneaux, textiles, charbonnage, etc., ont beaucoup souffert. Donc on a un phénomène de remplacement d'emplois qui fait que certains territoires qui, dans l'histoire, étaient plutôt gagnants, c'est-à-dire tout ce qui était autour de la sidérurgie, sont aujourd'hui les grands perdants du nouveau développement. Pourquoi donc faut-il penser ces 3 composantes dans un même cadre? Parce qu'il n'y a pas de mouvement naturel, si vous voulez. D'une certaine façon, sur la très longue période, on voit des avantages qui se dessinent. S'il n'y a pas d'agriculture, s'il n'y a pas de production agricole, on a des difficultés d'avoir des territoires qui se développent. Cette agriculture a été remplacée jusqu'aux années 60-70 par l'industrie. Désormais, ce sont plutôt les territoires tertiaires qui présentent un avantage. Sur le court terme, à l'intérieur donc de cette révolution tertiaire qui caractérise nos économies modernes,
on a également des doubles mouvements. Dans un premier temps, on a pensé que ce qui faisait le succès des territoires, c'était la capacité à attirer des ménages, des résidents, tout ce qu'on a appelé l'économie résidentielle qui va des habitants, des résidents d'un pays jusqu'aux touristes en passant par les retraités, les nafteurs, donc toutes ces populations qui étaient capables de tracter les territoires et qui ont fait que pendant un certain moment, certains territoires ont pu résister à la crise. Et puis, depuis quelques années, on s'aperçoit que le résidentiel ne suffit plus, mais que les territoires qui gagnent sont au contraire des territoires mixtes, c'est-à-dire sur lesquels, bien sûr, on a réussi à attirer des résidents sous toutes leurs formes, mais sur lesquels il y a également une activité productive importante. Et donc la combinaison entre tout ce qui relève des ménages et ce qui relève de l'activité économique apparaît depuis 4-5 ans comme la combinaison gagnante en matière de développement territorial. Donc on a beaucoup d'éléments, beaucoup de changements et il faut s'adapter en permanence à ce genre de nouvelles combinaisons émergentes. Les propositions que je fais avec mon collègue Denis Carré, qui est donc aussi à Economics et avec lequel j'écris beaucoup sur ces sujets, c'est que les phénomènes qui sont souvent présentés comme les éléments explicatifs clés du développement des territoires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les économies externes d'agglomération, hein, c'est-à-dire que plus on met de monde, mieux on s'en sortirait, ne sont pas si mécaniques que cela. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire augmenter le nombre de résidents, de faire augmenter le nombre d'entreprises pour que, comme par magie, le développement s'en suive. Pour que les effets d'agglomération produisent leur effet, il faut d'abord qu'on les crée correctement, ensuite qu'on les gère correctement et qu'on n'aille pas trop loin dans l'agglomération parce que on est, enfin, un exemple éclaire bien ce sujet, on entre très vite dans les phénomènes d'engorgement. Nous subissons tous ces embouteillages et on peut comprendre intuitivement ce que les déséconomies externes d'agglomération peuvent provoquer. Donc comment réfléchir à ce lien entre les trois composantes que sont les institutions nationales ou internationales, tous les aspects qui sont liés à la mésoéconomie, c'est-à-dire ce qui n'est ni macro ni micro, et enfin les entreprises pour conduire à la performance des territoires. En fait, on est face à un système complexe où il y aurait un cadre qui serait donné par les règlements internationaux, par les lois, par le système institutionnel, le niveau technologique qui existe dans un pays ou dans un groupe de pays à un moment donné. Et ceci est assez inerte, c'est-à-dire que lorsqu'on entreprend des politiques à ce niveau-là, c'est à horizon de 10 ou 20 ans, on ne change pas les institutions et les structures d'un simple coup de gouvernail. Elles sont en relation et elles déterminent d'une certaine façon les aspects mésoéconomiques qui sont des aspects liés à des groupements. Ces groupements peuvent être des secteurs, des filières, des réseaux d'entreprises, des réseaux de villes également, donc des structures intermédiaires d'une certaine façon qui sont déterminées par le cadre dans lequel elles interviennent, mais qui ont également leur logique propre, c'est-à-dire que des filières vont pouvoir décider de s'engager dans telle ou telle stratégie de recherche et développement, de responsabilité sociale et environnementale, indépendamment du contexte dans lequel elles se trouvent. Et enfin, au plus petit niveau, au niveau vraiment microéconomique, il y a chaque entreprise isolément qui va avoir sa propre stratégie, qui va être plus ou moins marquante pour l'ensemble de l'économie. Évidemment, si c'est une toute petite entreprise ou un grand groupe international, les décisions qui vont prises vont avoir une influence d'amplitude variable, mais chaque firme, d'une certaine manière, est libre de déterminer sa stratégie comme elle l'entend.
La combinaison de ces trois aspects va guider la performance du territoire, la performance des territoires en termes de croissance, de quoi? Croissance de l'emploi, croissance de la valeur ajoutée, en termes de productivité, c'est-à-dire l'efficacité productive, et évidemment en termes de bien-être et de profit que peuvent tirer les habitants à résider sur le territoire en question. Alors, les politiques publiques, dans ce schéma-là, sont une absolue nécessité. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de dire aux entreprises, venez, installez-vous chez nous, et cela créera, comme par enchantement, des emplois et de la valeur ajoutée. Il y a, au contraire, des éléments d'activation à mettre en place pour favoriser ce que l'on appelle des écosystèmes entrepreneuriaux, c'est-à-dire des ensembles d'entreprises qui vont travailler en synergie, qui vont être moins mobiles puisqu'elles seront liées entre elles et qui auront des logiques collectives qui pourront profiter non seulement au groupe dans son ensemble, mais également à chaque entreprise prise isolément. Alors, comment conduire ces systèmes d'activation, ces dispositifs d'activation des écosystèmes entrepreneuriaux? Il y a trois conditions à respecter. Tout d'abord, il faut que les dispositifs soient localisés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre d'un État aussi bienveillant et clairvoyant soit-il, qu'il puisse déployer des mesures d'action qui soient adaptées à tous les territoires qui composent un pays. Il faut une certaine forme d'autonomie, puisque ce sont a priori les acteurs locaux qui ont la meilleure connaissance du terrain sur lequel ils sont supposés agir. Donc, on va avoir un double niveau institutionnel qui va intervenir. Premier niveau, l'État qui va déterminer des grandes lignes vers lesquelles il faut tendre à un horizon déterminé. Et ensuite, des acteurs locaux qui, dans ce cadre très large, vont pouvoir développer leurs propres moyens d'action en fonction des caractéristiques propres des territoires et des acteurs qui y travaillent et qui y résident. Deuxième condition, ce sont des mesures collectives. Mesures collectives dans le sens où souvent on considère qu'aider une entreprise, c'est de lui apporter des subventions, c'est lui offrir des exonérations de cotisations, d'impôts, etc. pour alléger ses coûts. Et donc, chaque entreprise va bénéficier d'un panel de mesures qui sont supposées l'aider à développer sa propre dynamique. Or, si l'on raisonne uniquement sur ces schémas individuels, qu'est-ce qui risque de se passer? Certaines entreprises vont mieux profiter que d'autres de cette offre de dispositifs et on risque de se retrouver au bout du compte avec des formes de distorsion de concurrence qui font que certains acteurs seront capables, parce qu'ils ont les ressources humaines nécessaires, les compétences internes appropriées, vont être capables de capter la majeure partie des aides et des exonérations qui leur sont proposées, alors que d'autres, parce qu'ils sont de taille plus restreinte, parce qu'ils n'ont pas les compétences internes nécessaires à la recherche de ces dispositifs, ne pourront pas bénéficier aussi bien des systèmes individuels qui leur sont accordés. Si l'on met en place des mesures collectives, on change un petit peu la donne. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à une entreprise « je vous aide pour réduire le coût du travail, je vous aide pour accéder à l'innovation », on va dire aux entreprises « si vous travaillez ensemble, si vous développez des projets communs, si vous travaillez de façon à créer ou renforcer des synergies, dans ce cas, nous mettons à votre disposition des aides aussi bien financières que logistiques pour vous aider à renforcer ces dynamiques collectives. » Donc ça, c'est une mesure qui, une idée qui est vraiment en train d'émerger dans les territoires qui se sont aperçus que les dispositifs d'aide qu'ils déployaient avaient souvent tendance à
engager une concurrence entre les territoires, c'est-à-dire que dans un territoire X, on va essayer d'attirer des entreprises en disant je vous offre les terrains, je vous offre l'accès, la route, etc. Et je vous offre des subventions. Au bout de 3-4 ans, quand on n'a plus rien de nouveau à offrir à l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va aller voir dans un autre territoire ce qu'on peut lui proposer de bien ou de moins cher. Et donc, on a des stratégies marketing territoriales qui finalement sont des jeux dans lesquels personne ne gagne, puisque chaque territoire finance des installations d'entreprises et que les entreprises restent mobiles et essaient d'aller s'implanter là où on leur fait les meilleures offres. Donc ces mesures collectives ont pour objectif de limiter cette forme de nomadisme entrepreneurial ou de zapping entrepreneurial et à fixer les entreprises sur les territoires. Il faut aussi admettre qu'il n'existe pas un bon modèle de développement territorial. C'est souvent difficile à faire car on a toujours à l'esprit le territoire idéal vers lequel il faudrait tendre et que l'on devrait imiter. En fait, lorsqu'on regarde, là encore j'ai mis quelques exemples tirés de terrains que je connais, quelques exemples de territoires sur lesquels nous avons calculé une dynamique positive en dépit de dotations initiales qui sont très différentes. Qu'est-ce qu'on a? On a un premier modèle type bocage vendéen où on a plein de petites entreprises qui travaillent en réseau et qui, par des jeux de complémentarité, de solidarité, parviennent à créer beaucoup d'emplois. On a un autre type totalement différent qui est celui de la communauté d'agglomération pleine commune, c'est-à-dire un territoire qui est situé juste au nord de Paris, où là, au contraire, l'emploi est créé par l'implantation de sièges de très grandes entreprises avec des fonctions supérieures et qui finalement entre en très forte concurrence avec le downtown parisien qui est la Défense. On a un troisième territoire qui n'avait rien pour plaire au départ, hein, c'est-à-dire Valenciennes, avec toute la crise économique, le nord de la France, une industrie qui est complètement désarticulée, mais où les politiques de long terme axées non plus sur des entreprises de construction de l'automobile, mais sur la notion de mobilité, ont permis de rebondir par rapport à une crise profonde qui a traversé les secteurs industriels. Et enfin, Figeac, alors là, c'est une toute petite agglomération qui travaille en synergie avec l'aérospatiale et où les politiques publiques ont réussi à créer une forme de combinaison gagnante entre de la sous-traitance aéronautique et un résidentiel de bonne qualité qui fait qu'aujourd'hui, cette petite région crée plus d'emplois que ne le laisserait entendre son potentiel de départ. Alors comment fait-on pour jouer collectif? Je ne vais pas utiliser longtemps cette parabole footballistique parce que je n'y connais rien, mais l'idée c'est bien celle-là, c'est faire des stratégies communes avec des ensembles d'acteurs qui sont orientés vers un objectif commun. Alors j'essaie de schématiser les différents types de politiques à travers une grille qui permet de repérer les différents types d'actions suivant deux objectifs. Donc on a un tableau à double entrée, hein, très classiquement, avec deux types de politiques incitatives en faveur des entreprises. Lorsqu'on met en œuvre une politique, on peut avoir deux points de vue. Le premier point de vue, c'est « mes entreprises ne sont pas adaptées à la situation actuelle, je vais faire en sorte de les transformer pour leur permettre de répondre aux contraintes qui s'adressent à elles ».
C'est une sorte d'opération de transformation des entreprises. Deuxième stratégie, c'est je ne veux pas que mes entreprises s'adaptent à quelque chose qui est en vigueur aujourd'hui, parce que ça veut dire que demain, elles ne seront plus adaptées aux nouvelles conditions. Donc la deuxième politique, à droite, c'est une politique qui consiste à dire je veux que mes entreprises adoptent de nouveaux comportements qui répondront mieux aux configurations économiques de l'avenir. Ces deux points de vue peuvent évidemment coexister, hein, on n'est pas dans de l'exclusif, il peut y avoir des combinaisons d'objectifs de ces deux types. Pour atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs, on peut mettre en place deux types de modalités d'intervention. Première modalité d'intervention, le problème ce sont les coûts. Les coûts de production sont trop élevés et donc il faut que je contribue à les réduire en agissant sur l'accès à certaines ressources, aide à l'investissement, etc. Autre point de vue, pour atteindre l'un ou l'autre des objectifs en colonne, c'est je mets en place des incitations pour que les entreprises, collectivement, trouvent des solutions communes à des problèmes qu'elles rencontrent également ensemble. Et alors là, on va du coup avoir 4 types d'actions qui peuvent être mises en place. Celles qu'on connaît le mieux, ce sont celles-ci. Évidemment, dans tous les pays du monde, pratiquement, on a des dispositifs d'aides individuelles aux entreprises, des aides à l'investissement, des réductions de cotisations sociales, des crédits impôts, compétitivité, emploi, recherche, des aides à la commande publique, pour que chaque entreprise puisse enclencher un processus de croissance de l'emploi, du chiffre d'affaires ou de la rentabilité qui lui permettent d'infléchir sa propre trajectoire. À côté de cela, on a plus rarement, mais cela existe quand même, des systèmes d'aide qui permettent de renforcer l'efficacité ou l'efficience organisationnelle des entreprises. Et là, on est toujours dans une logique d'amélioration de la rentabilité en donnant aux entreprises la possibilité d'accéder à des ressources qu'elles ne pourraient pas atteindre si on ne les aidait pas. On va leur offrir des aides pour aller voir des conseils, des stratèges d'entreprise, on va faire des aides à la création, on va financer la recherche et développement. Et donc tout cela doit permettre d'améliorer les décisions individuelles en guidant les entreprises par des incitations appropriées vers certains types de choix. Les actions complémentaires qui, personnellement, m'intéressent au plus haut point parce qu'elles changent un petit peu le point de vue que l'on a sur les politiques de soutien à l'activité productive, ce sont les incitations qui sont conditionnées par l'appartenance à un ensemble. Et là encore, on a deux manières de procéder. Première manière de procéder, la plus classique, disons, partager. Vous avez besoin d'un centre d'essai, l'entreprise A et l'entreprise B ont toutes les deux besoin d'un centre d'essai, bien créez-en un commun de façon à partager le coût de cette ressource. Et donc, ce peut être le cas également pour des centres de traitement des eaux usées, lorsqu'ils sont sur des sites privés, l'amélioration d'accès à des réseaux électriques, les joint ventures qui existent entre les entreprises, notamment pour faire de la R&D. Donc, on va simplement diviser les coûts moyens en augmentant le nombre d'utilisateurs d'un bien qui aura été créé en commun. Et ce qui, aujourd'hui, démarque les territoires, ce sont les actions qui sont vraiment conditionnées ou structurées
par la recherche d'une compétitivité collective. Ce qui intéresse le politique, dans ce cas-là, ce n'est plus une entreprise en particulier, ça va être la grappe d'entreprises qui va exister sur son territoire. Et évidemment, ceci vient ou est inspiré d'une certaine façon des clusters de Michael Porter qui ont été modernisés, renforcés, diversifiés. Et l'exemple des pôles de compétitivité, en tout cas de certains pôles de compétitivité, tous ne sont pas conçus comme ça, viennent un peu donner un exemple de ce type d'action. On va dans ce cas-là lancer des appels à projets, dire voilà, nos filières prioritaires sont, je ne sais pas, l'agroalimentaire, le traitement des déchets, les énergies renouvelables. À vous, entreprises, de nous poser ou de nous proposer des solutions qui mettent en avant votre capacité à travailler ensemble. Et donc, l'aide qui va être apportée va être conditionnée par des projets portés simultanément par plusieurs entreprises. S'il n'y en a qu'une, pas de financement, il faut qu'il y ait une combinaison de grandes et de petites entreprises, de centres de recherche et de centres de production, de façon justement à créer des liens. Lorsque on adopte des politiques de ce type, donc en vue d'atteindre une compétitivité collective, qu'est-ce qu'on fait? On favorise des prises de décision collectives, donc le travailler ensemble, et enfin, on va créer ce que l'on appelle, dans le jargon des économistes, une efficience dynamique, puisque au fur et à mesure que le projet évolue, un petit peu comme dans les entreprises, l'équipe peut se transformer, les objectifs peuvent être révisés et on est donc dans une forme de processus d'amélioration continue, hein, un petit peu comme la roue de Deming dans les systèmes de qualité totale, qui font que le projet va avoir sa propre vie et va pouvoir évoluer, évidemment, avec une petite carotte financière à la clé. On a donc 4 types de politiques qui peuvent être menées conjointement, avec des dosages qui peuvent être variables. Soit on va créer des actions publiques qui vont être vraiment dédiées, ciblées sur la croissance de la firme. Il faut également des actions publiques qui permettent d'améliorer le fonctionnement des organisations, c'est-à-dire moderniser les processus de production. Il faut que les moyens soient partagés. Il est absurde d'avoir des équipements qui soient utilisés la moitié de l'année, voire moins, alors que d'autres entreprises pourraient également en bénéficier. Donc ce partage d'équipements est vraiment un élément intéressant qui, en plus, permet de partager des compétences, de résoudre des problèmes en commun. Et enfin, ces politiques visant à l'amélioration de la productivité ou de la compétitivité d'un collectif de production. Ensuite, à l'intérieur de chaque territoire, évidemment, on va jouer sur les curseurs propres de chaque type d'action. Alors ces politiques systémiques ajustées au territoire d'intervention, quels sont leurs objectifs, quelles sont les attentes que l'on peut formuler à leur endroit? Eh bien, évidemment, elles doivent être différenciées suivant les territoires, même si tous les territoires ont le même objectif, favoriser les synergies entre les entreprises. Ces synergies ne vont pas être à développer sur les mêmes segments du système de production. Donc certains territoires vont avoir intérêt à orienter leurs actions communes vers un segment du process de production à haute valeur ajoutée. D'autres vont plutôt être axés sur les PME dans leur globalité, pour les faire monter en puissance, pour améliorer leur performance.
on va considérer que ces PME doivent avoir accès à un certain type de ressources qu'elles ne peuvent pas se payer elles-mêmes. Donc les faire travailler avec des centres d'essai, des laboratoires, c'est ce que l'on fait dans les modèles dits de triple hélice, où on a un petit peu comme dans un ADN mais avec trois filaments, l'État, les entreprises et le monde de la recherche et de l'université qui vont tâcher de développer des projets en commun. Certains territoires vont davantage être orientés vers les débouchés, c'est-à-dire que les entreprises vont être incitées à travailler ensemble pour créer la demande qu'elles vont pouvoir servir et essayer un petit peu comme cela a été fait au Danemark autour de Kalundborg, créer des écosystèmes dans lesquels les ressources des uns sont les déchets des autres et voir donc comment ces interdépendances vont pouvoir être maximisées pour améliorer la situation des entreprises et des territoires. Donc en bref, ce pourquoi je plaide, ce sont les politiques qui sont en faveur de la cohérence et de la compacité des écosystèmes entrepreneuriaux. Plusieurs travaux que des collègues ont conduits, que j'ai pu réaliser aussi, montrent que les territoires qui gagnent, ce sont les territoires à développement endogène, c'est-à-dire dans lesquels les entreprises parviennent à trouver les propres ressources nécessaires à leur développement, et cela n'a rien de spontané. J'insiste bien sur ce point, ce n'est pas spontané, ce n'est pas naturel, il faut qu'il y ait un guidage vers ce type de comportement. Et les enquêtes terrain que l'on peut faire, les différentes monographies qui ont été réalisées, j'avais moi-même travaillé à un moment sur l'internationalisation des PME au Maroc, ont montré que les PME qui parviennent à se déployer vers l'extérieur sont en fait les PME qui sont véritablement intégrées dans les réseaux et qui ne se contentent pas uniquement d'aller dans des salons accompagner tel ou tel représentant. Donc ces stratégies locales de coopération, là où elles sont véritablement mises en œuvre, souvent montrent des effets ou produisent des effets très positifs. Donc je vous ai mis bien sûr quelques références que vous pourrez consulter si vous êtes à la recherche d'éléments de preuve ou d'arguments en faveur de ces politiques. Et je vous remercie pour les questions et discussions qui seront suscitées par cette présentation.